Chapitre 26. Témoin muet. Je suis rentré à Styles après mon escapade londonienne. Dans le train, je pensais à Rosalind. Si je me faisais prendre, elle devrait continuer sa vie sans sa mère. Je me demande si j'avais pensé à toutes les circonstances, si j'étais inquiété. Écrire des meurtres avec l'impunité du papier imprimé est une chose, mais sortir des lignes teintées de tout ce sang et donner la mort à un homme est une autre histoire. Tout ce qui avait été mis en place devait fonctionner. J'avais pensé à tout. C'est une chose dérangeante que d'avoir à se dire qu'on a tué, même pour une bonne raison. En y repensant derrière les vitres du train, je me trouvais horrible. J'étais inquiète du sang-froid qui avait été le mien. Je ne me reconnaissais plus. Nan n'était pas la seule bénéficiaire. Comme au bridge, j'étais servi et j'avais dans ma main de quoi faire trembler mon adversaire intime. Cette expérience me servira, j'en étais certaine. Autant que les faits divers qui parcouraient mes romans, autant que les idées que les autres me donnaient. Il n'y aura pas ces prénoms, ces noms ou ces visages dans mes prochains livres, non. Non, j'ai toujours beaucoup de mal à faire vivre des situations rocambolesques et des personnages de mon entourage. Je fermais les yeux quelques minutes, je revoyais la scène que j'avais quittée depuis peu, le corps sans vie de John Cunningham, la coupe de champagne à côté de son corps, les secours tentant l'impensable, Christopher Woods, gêné de ne pas comprendre ce qui se passait chez lui. La police, qui interroge tous les convives et qui semble penser à une mort particulière. Je me souviens de Nan voyant le corps sans vie de son amant. Elle, prenant conscience de l'inéluctabilité de la situation. C'est une chose que d'imaginer vouloir tuer quelqu'un, c'en est une autre que de le voir raide comme la justice. La mort d'un homme ne doit pas être un caprice. Ça ne se décide pas comme on commande un ourlet chez Harrods. Cette phrase me fit sourire. J'aurais aimé la passer à l'écrit. J'arrivais à Styles en fin de journée le 2 décembre. J'avais encore beaucoup à faire. Je pris le temps de jouer avec Rosalind, de faire le point avec Carlo, qui attendait mon retour pour se rendre à Londres chez sa sœur. Nous nous croisions. Nous aurions le temps de travailler, mais pour le moment, je devais penser à Nan et à moi. Je devais penser à la possibilité de mon bureau afin de rédiger les 4 lettres qui devaient rassurer un peu, inquiéter beaucoup, mais surtout permettre de faire le plus de bruit possible. Devant mon secrétaire, je serais assis à ma machine écrire, prête à rédiger, une lettre pour Carlo d'abord que je laisserai sur la commode de l'entrée. J'ai toujours eu beaucoup de mal à me faire des amis, mais l'arrivée de Charlotte Fisher dans nos vies était une évidence. Dans l'annonce que je fis paraître, je stipulai qu'elle devait être écossaise. Je ne fus pas déçu. Carlo était fille de pasteur et sa rigueur fidèle, une complice d'écriture plus que valable. C'est Rosalind qui l'a surnommé Carlo, le jour même où elle réussit à faire couper la frange de cette grande brune de 23 ans. Elle était appréciée des gens qui comptaient pour moi, et le summum fut de m'apercevoir que notre chien terrier, Peter, dormait sur son lit. Les animaux ne se trompent pas, ce sont les meilleurs pour juger nos semblables. Dans la foulée, une lettre pour mon éditeur afin qu'il ne s'inquiète pas de tout ce qui pourraient dire les journaux. La suivante, au frère d'Archibald, parce qu'il fallait bien une caution morale dans cette famille, que tenter de détruire mon mari. La dernière, je lui dédierai justement. Je lui dirai à quel point il devenait invivable, que j'aurais aimé une fin moins mélodramatique pour tous les deux, lui, le seul responsable de la rupture. Je finirai la lettre dans un paragraphe qui ne devait pas le laisser indifférent.
Je relaterai par le détail tout ce qu'il avait pu me transmettre de ses missions pour la Grande-Bretagne durant la Première Guerre mondiale. Je lui montrerai ainsi que j'étais une épouse attentive à tout ce qu'il m'avait raconté. La nature humaine est merveilleuse, mais par bien des égards, elle est la même partout. Elle est prévisible pour ceux qui savent la regarder. Je savais qu'Archibald ne serait pas présent dans la nuit du 3 au 4 décembre, puisqu'il se rendrait chez des amis avec sa maîtresse. Je savais que la première personne à s'apercevoir des courriers serait Carlo. Elle verrait la sienne, puis serait informée de celle d'Archibald. Elle lirait sa lettre et prendrait en compte le décalage des rendez-vous que je lui demandais. Je savais que le moment venu, elle saurait relater l'écriture de l'autre lettre de Styles. Je savais qu'elle appellerait ou la police ou Archibald lorsqu'elle verrait que je ne serais pas de retour. C'est une chose admirable que la précision d'une secrétaire. Archibald trouvera la lettre dans la salle de bain, la lira, il se dira qu'il ne faudrait pas qu'elle tombe entre toutes les mains, et comme il a toujours eu un faible pour une bonne flambée dans notre grande maison, en ce mois de décembre, il trouvera une flamme à son service. Il la jettera dans l'arbre, sans possibilité de retour. Il commettra là sa première erreur. Carlo aura parlé, la police l'interrogera, mais il n'y aura pas de lettre. Car voilà bien l'un des points essentiels de toute cette diversion. La police devait être mise sur la piste d'un autre lièvre que celle d'un tueur d'amateurs d'art de Soho. J'allais leur donner la possibilité de se détourner de ce qui devait devenir une banale histoire de mort naturelle pour les lancer sur la piste d'une disparition inquiétante, à la mienne. Lorsque j'avais expliqué mon stratagème à Nan, elle n'en revenait pas, mais à la fin de l'explication, elle me regardait au-dessus de sa tasse de thé avec un sourire entendu et ravi. J'étais persuadé que si je pouvais berner mes lecteurs, je n'aurais aucun mal à escamoter la bonne histoire aux yeux de la police. Chapitre 27. 1, 2, 3. Le vendredi 3 décembre 1926, 20h. Rosalind ne devait se douter de rien, alors, comme à mon habitude, je pris le temps pour un chapitre. « Maman, demain, je pourrais lire la suite de l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles ?»« Bien sûr, ma chérie, mais pour le moment, tu dois dormir. »« Mais qu'est-ce qui arrive à Alice quand elle s'enfuit de chez la Dame de Cœur ?» me demanda ma petite espiègle. « Tu le sauras demain. Si tu es bien sage, alors oui, je te laisserai lire la suite et sans doute la fin de cette histoire. » J'étais partagé entre les larmes qui montaient au bord de mes yeux, de mentir assis à ma fille et le parallèle que je pouvais faire entre l'évasion d'Alice de chez son bourreau et ma fuite en avant pour protéger Nan. Je l'embrassai sur le front en lui souhaitant la nuit qu'elle méritait. 20h30. Du premier étage, j'entendais Jane continuer son va-et-vient entre sa cuisine et la salle à manger. Je restai un instant au milieu de l'escalier. Je scrutais la porte d'entrée de Styles pour voir mon mari apparaître. Je pense que s'il était rentré à ce moment-là, j'aurais pu tout abandonner et trouver un autre moyen d'aider Nan. Il aurait fermé la porte, j'aurais reconnu dans son regard cette lueur qui était la sienne quand nous nous sommes connus. J'aurais su qu'il nous laissait la possibilité d'une autre fois. La porte resta fermée. Pas d'Archie dans l'embrasure. Je pouvais continuer ce que j'avais prévu. 21h. La porte de mon bureau était ouverte, le papier sur le côté, celui qui me servait à écrire mes romans, celui-là même qui me ferait écrire mon départ. Sur le bureau, des missives en souffrance auxquelles je devais répondre, des factures pour la plupart. Il y avait dans ce tas de lettres une, écrite par mon frère Monty. Je pris le temps de la relire. « Ma chère Agatha, je sais que toi seul peux comprendre ce que je vis actuellement. Le départ de maman fut une blessure plus grande pour moi que je ne l'aurais imaginé. Je sais que je suis parti bientôt de la maison et que tu as toujours eu la sensation de n'avoir qu'une sœur avec Madge. Je suis attristé par la mort de notre mère. Je suis en ce moment dans un sanatorium. Mes nerfs ne tiennent plus. J'ai des accès de fièvre qui m'emportent, des trous de mémoire et qui me font oublier ce qui compte.
J'aimerais que notre relation fraternelle puisse s'épanouir, surtout en ce moment. Je sais que tu deviens quelqu'un de réputé, mais si l'idée d'avoir un frère fou ne t'effraie pas, sache que tu seras toujours la bienvenue. Je te redonne l'adresse du centre dans lequel je me trouve. Les visites ont lieu de 14 heures à 18 heures. J'espère de tes nouvelles. Bien à toi, ton frère qui t'aime, Monty. Je ne savais pas quoi répondre à ce courrier. Madge en avait reçu un aussi. Il avait fait le choix de nous laisser seuls avec maman. Il était difficile pour nous de savoir comment aider quelqu'un que nous n'avions presque pas connu. Il nous donnait l'impression d'être plus africain que britannique. Lui qui avait pensé faire fortune sur les bords du lac Victoria avec son bateau ou avec le commerce de l'ivoire. Il avait eu sa vie à lui, loin de nous, et nous devions être présentes maintenant. Monty n'était pas ma priorité. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Mes bouées de sauvetage d'encre et de papier étaient rédigées. Je les mis sous pli rapidement, je les pris avec moi dans ma chambre. 21h30. J'entrai dans notre domaine, à Archie et à moi. Une vague d'émotions diffuses se propagea dans tout mon corps lorsque j'ouvris l'armoire pour prendre quelques affaires. J'avais ressenti, en descendant du train, que le fond de l'air continuait de se rafraîchir, mais quoi de plus normal pour un mois de décembre? Je mis une paire de bas d'hiver, je me vêtis chaudement. Conduire la Maurice Corley était un plaisir, mais il fallait s'habiller pour l'occasion. Je pris mon manteau de fourrure, ma pochette avec mes papiers d'identité. Je quittai la chambre, j'étais dans le couloir quand je fis demi-tour. Sur ma coiffeuse, dans la boîte à bijoux, je pris le collier de perles de ma mère. Il ferait le plus bel effet. 22h. Je quittai Styles, non sans regret, mais sachant que je faisais tout ça pour détourner l'attention des policiers et pour me venger de ce que je subissais. J'ai toujours eu une haute idée de la notion de vengeance. Je pense qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Il faut être sa propre némésis. C'est le meilleur moyen d'arriver à ses fins. Je démarrai ma voiture sans n'avoir vu personne dans ma maison. Elle aurait pu être celle du bonheur retrouvé, mais elle était maudite. On me l'avait dit, et c'était une certitude. Je m'attendais à ce que ma voiture me fasse comprendre son manque de volonté pour rouler sur les routes de la campagne anglaise. Mais à la place, elle démarra au quart de tour.